Pierre. Alors, allons-y pour la suite avec la prise en charge chirurgicale, donc la tétralogie de Fallot. Je pense que les généralités ont déjà été abordées, la description anatomique par Monsieur Fallot sur des séries autopsiques, la fréquence de cette anomalie, son association avec les anomalies génétiques, les formes isolées, et puis les formes associées à des atteintes extracardiaques, l'embryologie, donc la lésion princeps, qui est la bascule antérieure vers la chambre de sortie du ventricule droite, qui entraîne l'ensemble des autres anomalies, le fait que les deux parties du septum ne soient pas rencontrées avec la CIV et le décalage vers la droite de l'aorte, et l'obstacle sur la voie droite, infundibulaire, valvulaire ou sur le tronc de l'artère pulmonaire pour les formes dites régulières. La physiopathologie avec le sang donc, qui arrive pauvre en oxygène à l'oreillette droite, qui va ensuite, pour une partie, pouvoir emprunter la voie sténosée de l'artère pulmonaire, et pour l'autre partie, ce sang désaturé qui va aller directement chasser dans l'aorte via la CIV. Il est rejoint par le sang qui a pu passer par la voie entérograde qui s'est oxygéné, et donc dans l'aorte, on a un sang qui a pu passer par les poumons oxygénés, un sang qui est désaturé, qui provient directement du ventricule droit. Les anomalies autopsiques avec une petite voie droite, un obstacle qui siège en général au niveau infundibulaire et valvulaire majoritairement, alors qu'il peut y avoir des dominances entre la valve et l'infundibulum et parfois l'origine du tronc de la paix, notamment la jonction sinotubulaire. Souvent, les trois étages sont plus ou moins associés à des degrés divers. Les formes régulières, comme je vous le disais, associent uniquement ces lésions, c'est-à-dire une CIV conoventriculaire unique et une sténose proximale de la voie pulmonaire, infundibulaire, valvulaire ou du tronc. Les formes irrégulières associent des anomalies des artères pulmonaires plus distales, parfois des CIV multiples, des anomalies coronaires, et puis parfois des anomalies des arcs aortiques. Un bon nombre de Fallot a une crosse droite, ce qui en soi ne pose pas de problème particulier hors chirurgie palliative de type Blalock. Mais certains peuvent être associés à des doubles arcs. La chronologie, donc comme on vous l'a dit, un bon nombre de ces cardiopathies sont détectées en période prénatale, ce qui permet de préparer un petit peu la famille et puis d'organiser la naissance parce que effectivement, de façon, oui. Les lunettes? C'est vrai que c'est moche, ça. Ça va? On va le mettre là. Oui, ok. Donc, un diagnostic prénatal dans la plupart des cas, préparer à la fois la famille et la prise en charge néonatale, puisqu'un certain nombre de ces Fallot les plus sévères, extrêmes, avec des obstacles importants de la voie droite, vont être ductodépendants. Donc, ceux-là, effectivement, ils peuvent très vite mal aller s'il n'y a pas de diagnostic anténatal et qu'ils naissent dans un endroit inapproprié, qu'on les laisse sortir avant la fermeture du canal et qu'ils fassent un gros couac à la maison. Donc, c'est ça l'important du diagnostic anténatal. Pour les formes, on va dire, standards, régulières, pas trop cyanosées, effectivement, on va avoir le temps de s'organiser. En général, on va les corriger vers l'âge de 6 mois, parfois un peu plus tôt s'ils sont un petit peu bleus ou s'ils ont quand même tendance à démarrer les malaises. Mais en général, ça nous laisse le temps, vers 2-3 mois, de faire un bilan un petit peu plus poussé, notamment anatomique, et pour évaluer effectivement la correction, notamment sur les points des artères coronaires, vérifier que le Fallot est régulier ou pas. La réparation, comme on vous l'a dit, c'est autour de l'âge de 6 mois, en gros entre 3 et 9, en fonction un petit peu du degré de cyanose, de la nécessité de mettre un traitement bêta-bloquant, voilà, un certain nombre de paramètres de surveillance qui vont nous amener parfois à anticiper un peu la correction. Et puis, les réinterventions, il y en a dans le Fallot, puisque par essence, ils naissent avec une anomalie de la valve pulmonaire. 80% des Fallots ont une valve pulmonaire bicuspide. Oui, il y a des réinterventions, même si effectivement, on va tout faire pour limiter ça, en essayant de nos jours d'être le plus conservateur possible avec la valve pulmonaire. L'échocardiographie et l'examen, bien sûr, qui permettra à la fois le diagnostic, l'analyse de l'anatomie et puis l'étude effectivement de la fonction de cette cardiopathie. En règle, ça suffit. De temps en temps, on va aller faire un scanner, effectivement, pour préciser essentiellement la disposition des artères coronaires si on a un doute à l'échographie ou si, même si on a une certitude en général, on le documentera au scanner. On va aussi s'en servir si on a des doutes ou pour confirmer, analyser un peu plus finement des anomalies plus distales des artères pulmonaires, notamment des branches,
Et puis, c'est l'essentiel. Parfois, ça peut servir sur l'analyse, effectivement, d'anomalies des arcs associés. On peut être amené à faire un scanner pour ça. Le cathétérisme en préopératoire a maintenant une part qui est vraiment très, 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 très élective. Voilà. C'est vraiment l'exception. En règle, l'échocardiographie suffit parfois, de temps en temps, complétée par un scanner. Dans les formes les plus sévères du nouveau-né ou du tout petit nourrisson, en gros, c'est avant 2 mois, un mois et demi, c'est un peu juste pour faire une correction complète. Il y a eu quelques tentatives de correction complète qui se soldent en général par un risque opératoire plus élevé et des suites beaucoup plus compliquées. Donc, on reste globalement partout sur cette attitude qui est de dire s'il est vraiment trop petit, s'il y a une contre-indication temporaire, on va aller vers une palliation. Et pour envisager sa correction plus loin. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que plus l'intervention est précoce, plus une stratégie de conservation valvulaire pulmonaire va être difficile. C'est aussi un paramètre qu'il ne faut pas négliger. Je veux dire, pour l'avenir de ces enfants. La question n'est plus de savoir s'il faut les opérer tôt ou pas, il faut les opérer bien. Pour essayer, dans la majorité, l'immense majorité des cas, on l'espère, d'avoir une réparation la plus complète possible, ça veut dire au niveau valvulaire pulmonaire notamment. Donc, ces palliations peuvent être urgentes ou semi-urgentes, hein, on peut les, entre guillemets, faire en urgence différée. Si l'enfant est vraiment très bleu, on l'hospitalise et tourne un peu autour, on décide en staff de le pallier. Le but de ces palliations, c'est bien sûr d'augmenter le flux sanguin dans les artères pulmonaires et donc d'avoir deux effets. Un, immédiat d'améliorer l'hématose et deux, d'assurer un meilleur degré de croissance des artères pulmonaires. Donc pour arriver à amener du sang dans les artères pulmonaires, il y a différentes techniques, chirurgicales ou de cathétérisme. Cathétérisme, ça peut être le shunting du canal artériel. Je ne sais pas si la question a déjà été abordée dans le début, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement compliqué chez les petits, et donc qui n'est pas du tout systématique. Donc c'est en général des discussions qui se portent parce que ça peut être une alternative au classique shunt de Blalock, mais c'est quand même pas en général la solution qui est retenue en première intention. En tout cas en 2023, bientôt 2024. La dilatation de la valve pulmonaire a pu être proposée. On n'a pas tendance à le faire aussi, puisque vous avez compris que l'idée, c'est plutôt d'être conservateur sur cette valve pulmonaire et qu'en général, quand elle a été dilatée, c'est quand même beaucoup plus difficile de les conserver. Les solutions chirurgicales, donc c'est donc le classique shunt de Blalock-Taussig, on va en reparler un petit peu, versus l'ouverture VDAP qui est l'équivalent d'une dilatation valvulaire pulmonaire quelque part, qui a encore moins de sens, je dirais. Donc ça va dépendre d'une discussion, mais c'est vrai que le shunt de Blalock-Taussig et Thomas reste en général la palliation la plus fréquemment retenue. Donc de nos jours, contrairement à ce qui a été décrit à l'origine et mis en place expérimentalement d'abord, puis cliniquement par Blalock et Thomas, c'était une thoracotomie droite et on branchait la sous-clavière droite dans l'artère pulmonaire droite, ce qui avait l'avantage d'assurer la croissance et on était autant des pionniers de la chirurgie cardiaque d'opérer ces malades parfois des années plus tard. De nos jours, on ne fait plus du tout ça parce qu'il y avait quand même un problème de congruence et souvent d'hyperdébit pulmonaire, voire d'HTAP, parce que la sous-clavière, parfois, elle débite énormément. Donc, on ne fait plus ça, évidemment, et on interpose de nos jours des conduits de Gore-Tex qui, désormais, sont pré-éparinées. Ça s'appelle le Propatène. Je crois que tous les centres français sont en Propatène maintenant depuis un petit moment. Qui, en général, est associé à une anti-agrégation. Dans l'immense majorité des cas, on peut réaliser ce geste sans CEC, mais pas forcément. L'anastomose, c'est réalisé en premier, c'est l'anastomose sur le côté systémique. En règle générale, sur le premier vaisseau qui sort de la crosse aortique, est en règle générale le TABC, donc soit sur le TABC, soit sur la sous-clavière, en fonction de sa naissance. Ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on a un certain nombre de crosses droites, de disposition des troncs supraortiques qui sont différents. Donc, on réalise en règle sans CEC l'anastomose donneuse, côté systémique, et c'est ensuite qu'on va procéder au clampage de l'artère pulmonaire pour réaliser l'anastomose pulmonaire sur l'artère pulmonaire, sur la branche droite, pas que. C'est à ce moment-là, sur ce clampage, qu'on peut avoir les difficultés.
des difficultés hémodynamiques et surtout de saturation du patient. Alors, il y a une voie antérograde en règle, et en règle générale, le poumon n'est pas malade. Dans le cas classique, un poumon gauche suffit largement à assurer l'hématose d'un nouveau-né. Donc, il faut bien sûr être très doux et précautionneux avec la voie antérograde. Et aussi, si son canal artériel est encore perméable, en général, il donne plutôt sur l'artère pulmonaire gauche, respecter le canal artériel au moment de l'anastomose sur l'artère pulmonaire droite. Okay, ça fait 2 voies d'apport vers le poumon gauche. Et en général, si on a été doux, ça passe. C'est un geste qu'on fait en général sous héparinothérapie à dose vasculaire, 50 unités kilo. En règle générale, ça suffit, pas à dose de CEC. Si au moment du clampage de l'artère pulmonaire droite, en général, on voit que vraiment, ça ne suffit pas. À mon avis, c'est parce qu'on a déconné, donc on peut déclamper, se rééquilibrer et refaire une tentative, c'est tout à fait légitime. Bah, sinon, on va mettre en assistance, on n'a pas besoin de clamper pour faire ce geste, on va mettre en assistance circulatoire, on n'a même pas besoin d'être forcément implanté, juste pour, entre guillemets, assurer une hématose correcte du patient. Et aussi un peu de stabilité hémodynamique, évidemment. Mais 9 fois sur 10, voilà, dans des formes anatomiques classiques, ces anastomoses sont des gestes qui sont réalisés sans CEC. Même si on peut en avoir besoin, c'est pour ça qu'il faut l'anticiper, y compris jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire cette anastomose distale qui va nécessiter au moins 10 minutes de stabilité pour faire ça correctement. Voilà à quoi ça ressemble, effectivement, ces conduites Gore-Tex. Donc, il y a du 3,5 et du 4. Alors, vous allez me dire comment on choisit. On choisit en fonction de l'importance de la voie antérograde. On choisit en fonction de la taille des artères pulmonaires, un peu aussi de la distance entre l'axe donneur et l'axe receveur. On choisit, voilà. Donc, en gros, le choix, il est simple, hein, parce que les dimensions, il n'y en a pas 50. 3, c'est vraiment petit. Il a la réputation de se coucher assez rapidement. Donc, en gros, le choix, il est entre 3,5 et 4. Et chez les plus petits, on va dire, nouveau-né jusqu'à périnatal, mois, c'est 3,5 ou 4. Et les phallos, c'est plus souvent 3,5 parce qu'il y a une voie antérograde. Si c'est vraiment une forme extrême sans passage, une abso, sur un vraiment beau bébé, plus de 3,5 kg, on va peut-être mettre un 4. Okay, mais, voilà. Le choix, il n'est pas si compliqué que ça, c'est entre 3,5 et 4. Dernier point. Donc au final, qu'il ait été pallié ou pas, cet enfant, on va arriver au moment de la correction. Alors la correction, on vous l'a dit, en règle générale, vers 6 mois. Effectivement, je le dis entre 3 et 9, c'est-à-dire que le bébé qui est un peu limite, qui va avoir 1 mois et demi, on va être amené à choisir entre une palliation et anticiper sa correction complète. Voilà. Et dès qu'on peut, on va faire la correction complète et à 2 mois, 2 mois et demi, ça passe. Okay. Des fois, on nous les présente en staff et on traîne un peu les pieds, on passe 2 mois et on fait la correction complète. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais il arrive qu'on fasse encore des palliations, pas forcément dans les phallos réguliers, mais dans d'autres formes. La correction se fait bien évidemment sous CEC, donc elle se fait par sternotomie médiane. Voilà, c'est le point que j'avais oublié sur le bloc. La voie d'abord, pour la plupart des équipes, c'est la sternotomie médiane. Les voies de thoracotomie sont en général vraiment pour les utilisées dans des formes d'abso où on veut vraiment se mettre en distalité pour faire grandir des branches, tout ça. La plupart du temps, chez le nouveau-né, pour une cardiopathie cyanogène, c'est sternotomie, ce qui offre la meilleure stabilité hémodynamique, le maximum de choix techniques sur les axes donneurs. Ça, c'est devenu quand même, dans l'immense majorité des cas, la règle, même s'il peut y avoir quelques blaloques par d'autres voies, des thoracotomies, droite ou gauche, en fonction de certaines pathologies très spécifiques. Okay, la correction, elle, donc, se fait par sternotomie pour faire une CEC avec une cannulation bicave, évidemment, puisqu'on a besoin d'accéder aux cavités droites et donc qu'elles soient vides de sang. Donc, pour ça, il faut faire une cannulation bicave. Ça, c'est la même chose. La technique classique, historique, donc passée par voie infundibulaire, pour donc aller directement sur la zone qui est sténosée. On fait en général, dans un premier temps, une résection musculaire, notamment de la bande
pariétale, des trabécules qu'on trouve dans la chambre de chasse et on s'assure que cette chambre soit bien libre. On peut, par cette voie, bien évidemment, fermer la CIV. Donc, la fermeture de la CIV se fait souvent à points séparés dans la partie inférieure parce qu'il y a les voies de conduction. Donc, ça permet un peu mieux de mieux doser, de moins tirer dessus pour exposer. C'est souvent un petit peu plus sûr. Et puis, le reste, pour la plupart des opérateurs, se finit en surjet sur le septum conal qui est assez épais. C'est un peu plus rapide et ça tient. Que souvent, c'est une partie inférieure, très souvent en points séparés, et puis le reste en surjet. La technique, alors qui s'est un petit peu plus développée depuis 15 ans, 20 ans, c'est la voie atriopulmonaire pour éviter l'infundibulotomie. On dira peut-être un mot, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Quoi qu'il en soit, cette voie donc, permet de corriger le falot d'abord par une bonne atriotomie droite, avec un geste de résection de l'obstacle qui est souvent un petit peu délicat et parfois incomplet par cette voie. On y voit beaucoup moins bien. La fermeture de la CIV, elle, va être relativement aisée en général, donc elle est relativement bien exposée, notamment sa partie inférieure par cette voie. On traverse la valve tricuspide, donc on arrive au septum interventriculaire. Et puis, on va terminer en se portant sur le tronc de l'artère pulmonaire et la valve pulmonaire, soit pour faire, comme ici, ce schéma, une commissurotomie, soit si la valve n'est pas conservable, pour raison qu'on peut discuter, on va aller ouvrir l'origine du ventricule droit. Donc, souvent, en fait, quand vous avez une voie atriopulmonaire avec dévalvulation pulmonaire, il y a une partie d'un infundibulum qui est ouverte quand même, parce qu'il faut descendre dans la chambre de chasse, c'est très souvent élevé. Même si on vous dit j'ai fait une voie atriopulmonaire, en général, il y a cette incision, donc c'est pas tout à fait un argument pour ce type de correction. L'autre problème majeur, à mon sens, quand on n'ouvre pas du tout l'infundibulum, on a dans notre falot, par construction, une bascule antérieure du septum conal. On a une voie de sortie du ventricule droit qui n'est pas ronde, qui est plutôt ovale, aplatie. Okay. L'avantage de faire une infundibulotomie, c'est qu'on va fermer avec un patch. On va composer cette bascule antérieure par un patch vers l'antérieur aussi. On va rétablir une voie beaucoup plus large. Et de fait, toutes les séries, il y a un peu plus de réintervention sur le outflow du ventricule droit dans les techniques atriopulmonaires, pour des raisons, 1, d'accessibilité, et 2, conceptuelles, je dirais, à mon sens. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est il y a deux techniques. Je vais vous présenter la mienne de conservation pulmonaire. Donc là, c'est un patient un petit peu grand, choisi exprès pour que ça soit bien visible. Donc, on fait une infundibulotomie et on fait une bonne résection. On peut fermer la CIV par cette voie ou par l'autre, par voie atriale aussi. Voilà. Même de plus en plus, je fais un peu les deux voies pour limiter cette ouverture du infundibulum. Le point essentiel, c'est ça, c'est la libération antérieure de l'anneau pulmonaire qui permet vraiment de récupérer une souplesse complète de toute la partie antérieure et très souvent d'avoir un geste de conservation pulmonaire, même si on n'y croyait pas forcément au début. Donc là, il faut faire attention quand on va vers la gauche, parce qu'il y a évidemment l'IVA, donc ça peut être effectivement un peu plus compliqué en termes d'ouverture de l'infundibulum s'il y a des grosses anomalies coronaires, mais pas forcément impossible. Le terme d'infundibuloanté vient de là, l'anneau est complètement libéré, il n'y a plus du tout d'attache musculaire dessous. Et l'infundibulotomie, elle, représente la barre verticale du T. Ce geste doit bien sûr être associé à une commissurotomie très minutieuse et appuyée, j'ai tendance à dire jusqu'à l'adventice. Et en complément, on va faire un patch infundibulaire qui a une forme un peu particulière, avec le bord est complètement droit. Pourquoi? Parce qu'il va aller épouser la face antérieure de l'anneau pulmonaire. Il est aussi surdimensionné de un tiers, plus 50%, donc on voit qu'il est clairement plus grand. Ce patch qui est inerte, à chaque systole, au lieu d'avoir conservé du muscle qui va brider l'anneau pulmonaire, ce patch inerte, lui, au contraire, il va être en tension à chaque systole, il va tirer sur l'anneau. J'en suis assez content. Et ça reste une voie donc, de réparation dans laquelle il faut faire attention de préserver les branches coronaires, qui en général permet de conserver la valve pulmonaire, je dirais, dans plus de 75% des cas. La série, c'était même encore un peu mieux, mais bon, pour connaître, on est probablement objectivement entre 75 et 80% de conservation valvulaire sur les phallos réguliers avec cette technique. Quelle que soit la réparation avant de sortir, c'est là qu'on va faire le contrôle qualité, notamment avec la réalisation d'une ETO qui, à mon sens, est systématique sur une réparation pour s'assurer de deux choses, évidemment, de la bonne fonction du cœur
et aussi de la qualité de la réparation. Donc on peut s'aider, bien sûr, et on s'aide encore régulièrement de mesures de pression étagée, notamment si c'est un peu limite. Parce que quand on garde une valve pulmonaire, on ne va pas avoir 0 gradient sur la voie droite. On va avoir un gradient qui est lié à la valve elle-même. Pourquoi? Parce que la valve, 8 fois sur 10, elle est bicuspide. Elle a un anneau qui est en général un peu petit, c'est-à-dire que même après libération, on reste moins 1, moins 2 mm, Z-score moins 2, moins 2,5. On a parfois des feuillets qui sont un peu épais, fibreux, donc la valve, elle ne va pas être merveilleuse. On ne va pas avoir 0 de gradient. On va avoir aussi un peu de gradient parce que le VD, il est très musclé. Il va se démuscler après, mais pour le moment, il est musclé, il pousse. Il pousse et il pousse plus fort qu'il n'a besoin au début. Donc ça majore aussi un petit peu le gradient. En fait, il faut savoir jusqu'où ce gradient est acceptable sur une conservation valvulaire pulmonaire. Évidemment, si c'est un obstacle infundibulaire, ça ne va pas marcher, il faut reprendre et le lever. Si c'est sur le tronc, il faut discuter effectivement du niveau. S'il est minime, on peut garder sans forcément aller mettre des patchs qui, pour la croissance ultérieure, ne sont pas forcément meilleurs. La question, c'est sur la valve. Sur la valve, qu'est-ce qu'on peut accepter? En gros, on reste sur des critères classiques qui sont au-dessous de la moitié, on ne se pose pas de questions, c'est bon. Le VD il va se démuscler, la valve va grandir, on garde. Au-dessus des 2 tiers, on ne garde pas. Il y a un problème, donc soit il faut reprendre la valve, soit il faut l'enlever. Okay, la CIV étant fermée, on peut même faire ça sans reclamper la plupart du temps. Le dernier que j'ai dévalvé, on était peut-être ensemble, non? Ouais. On a repris la CEC juste plein débit. Il y avait une plastie du tronc, une plastie l'infundibulum et entre les deux une conservation valvulaire. Et on est sorti, on était plus de 2 tiers, une fois posé la CEC, que ce soit en ETO ou en mesure directe des pressions, donc il n'y a pas de doute. Moi j'avais gardé les canules parce que voilà, c'était un peu petit cette valve, vous savez. Ben, on a remis 20 minutes d'assistance, on fend entre les deux patchs, on met un nouveau patch entre les deux et on dévalve. Voilà. Au-dessus de 2 tiers, on ne se pose pas de questions, il faut reprendre, il y a un problème. Au-dessous de 50%, on est content. Et après, entre les deux, on discute. On discute en fonction du sentiment qu'on a que c'est bon ou pas. Donc c'est vraiment un moment important où il ne faut pas hésiter, voilà, à se donner un petit peu de temps pour réfléchir parce que c'est aussi un peu l'avenir de cet enfant quelque part, de cet adulte, je dirais même. Donc on prend le temps de bien apprécier son falot une fois posé. Permettre aussi, et notamment en mesurant un petit peu les pressions ventriculaires droites, d'avoir une vague idée de la compliance VD. Souvent, chez les enfants petits, la compliance, elle est correcte et de toute façon, elle va s'améliorer assez rapidement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est chez les humanitaires, les très cyanosés, on peut avoir des VD très épais, fibreux, dont la compliance ne va pas s'améliorer tout de suite. L'hémostase, bien sûr, doit être parfaite. Et puis, lié à cette question de compliance, on va avoir tendance à mettre en place un drainage, je dirais, généreux, parce qu'on sait qu'accompagnant le trouble de compliance, on a une tendance aux épanchements. Ça veut dire qu'il faut, en règle, sur ceux qu'on sent vraiment un peu mal compliants, ne pas hésiter à drainer généreusement les 2 plèvres et éventuellement la cavité péritonéale. Pourquoi? Parce que ça peut servir à faire de la dialyse péritonéale, évidemment, mais ça va aussi faire gagner les quelques millimètres de mercure de pression qui vont jouer notamment sur le drainage veineux du rein et sur sa fonction. Donc, des fois, le simple fait de ouvrir ou drainer la cavité péritonéale peut aider un petit peu sur le post-opératoire. C'est vraiment un point capital. Un falot corrigé, il faut qu'il ait une duresse correcte. Donc, moi, j'ai tendance sur les mal compliants, ceux qu'on sent qui peuvent poser des difficultés, d'autant plus qu'ils sont dévalvés, à mettre en place un drainage péritonéal des blocs. Alors évidemment, il peut être mis secondairement 6-8 heures après. À mon sens, autant de temps perdu. Mais... Et puis la dernière question, c'est celle de ce qu'on laisse comme cathé intracardiaque pour se guider. On a en règle générale une assez bonne idée de ce que vont être les pressions VD, puisqu'on l'a évalué sérieusement en posé de CEC. Donc la question est plutôt est-ce qu'on laisse une OG ou pas. Sur les tout petits, les réparations précoces, je pense que c'est bien.
Sur un beau falot bien équilibré, opéré après 6 mois, ça se discute. Voilà, quand on sait qu'il n'est pas trop mal compliant, qu'il y a toutes les raisons que ça se passe bien. On le fait plus de façon tout à fait systématique, même si on a tendance ici à le faire assez régulièrement, notamment sur toutes les formes petites qui peuvent être un petit peu plus difficiles à équilibrer. Alors, les lésions résiduelles immédiates, donc ça, c'est le bloc opératoire qu'on envisage ou pas de les corriger. Donc, on les corrige si elles sont significatives. Alors, la CIV résiduelle, qui est un petit passage sur les bords du patch, une CIV additionnelle, c'est pas rare. Si ça fait 1 ou 2 mm que ça accélère franchement, bon, on va pas forcément le reclamper pour ça. Il arrive qu'on ait de grosses CIV résiduelles sur les falots. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours si net que ça. Et il arrive qu'on ait sur les falots des CIV résiduelles significatives pour lesquelles on tourne souvent un petit peu autour avant de se décider. Et finalement, on aime mieux les corriger quand elles sont significatives. L'obstacle pulmonaire résiduel, on en a parlé. Si c'est sur l'infundibulum, il n'y a pas de doute, il faut reprendre. Si c'est sur le tronc qu'on n'a pas corrigé parce qu'on a dit c'est pas mal, on peut reprendre. Il faut discuter vraiment si c'est significatif ou pas. Et sur la valve, on parlait déjà un bon moment. Il peut y avoir des lésions coronaires. On s'approche des coronaires. Alors, ce n'est pas la petite infundibulaire de rien du tout qui va vous faire que le malade ne va pas. C'est une IVA double qu'on n'avait pas vue, c'est un gros truc. Voilà. En général, on ne passe pas à côté. Ce n'est pas des gros trucs. Voilà. Faut pas dire ah ouais, t'as coupé une petite branche coronaire, machin. Non, c'est pas ça qui fait que le fallo va mal. C'est un gros truc. Soit on a tous eu ou entendu parler du patch infundibulaire qui tire sur l'IVA ou même sans la prendre, qu'il est à kink, des choses comme ça, des choses sérieuses. Ça, c'est en général, c'est pas si fréquent, mais quand ça arrive, il faut le voir et agir en conséquence, refaire le patch, s'il faut. Lésions résiduelles à distance, juste pour en dire un mot, évidemment, si on a enlevé la valve, il y aura une fuite résiduelle. Donc un jour ou l'autre, il sera revalvé. De nos jours, c'est rarement avant l'âge adulte. Il y a quelques indications parfois. C'est vraiment l'importance de réparer et essayer de conserver les valves et du suivi de ce ventricule droit, du patient bien sûr, mais ils sont rarement symptomatiques au moment où on pose l'indication, à moins qu'on aille chercher des critères plus fins tels que la VO2. Mais les patients se plaignent rarement. C'est plus sur des critères de surveillance du ventricule droit et notamment sur son volume qu'on ira poser les indications. Les formes irrégulières, pour en dire quelques mots, notamment des anomalies coronaires, des anomalies des artères pulmonaires, des CIV multiples, des anomalies des arcs. Pour ce qui est des anomalies des artères pulmonaires, de loin la plus fréquente, c'est la sténose focale à l'origine de l'artère pulmonaire gauche, voire sa déconnexion, qui, dans la plus grande partie des cas, est liée à la présence de tissu ductal et à l'évolution du canal artériel, qui peut être aussi des formes différentes avec des branches qui naissent anormalement de l'aorte directement ou qui sont alimentées par un équivalent de canal artériel partant de l'aorte. Donc il y a différentes versions. Plusieurs techniques possibles de correction, souvent associées d'ailleurs, c'est la réimplantation. Donc on va couper carrément l'artère pulmonaire gauche au-delà de la sténose, elle est la réimplantée dans le tronc. Très souvent, on peut amener à faire ça. Le patch, on va franchir la sténose et patcher la sténose. Ce qui n'est pas rare du tout, c'est qu'on associe les autres, c'est-à-dire qu'on réimplante directement la face postérieure et qu'on élargisse encore la face antérieure avec un patch. C'est probablement la réparation la plus optimale. Évidemment, on va éviter d'interposer des tubes en cortex. Dans certaines indications, on peut être amené à mettre un blaloc gauche sur la branche gauche pour la faire grandir électivement avant d'envisager sa correction. C'est des choses qui peuvent parfois être nécessaires, mais c'est loin d'être la règle. Le plus souvent, on va la ramener à la bifurcation pulmonaire. Et puis, on a tous vu passer dans des humanitaires des gamins qui arrivent à 10 ans avec une seule branche. En règle générale, ils ont perdu la gauche, c'est alimenté par des collates, et très souvent, ça va finir par une réparation sur une branche, et souvent, elle fonctionne relativement pas mal. Donc, ça, c'est pas le cas le plus courant. Le cas le plus courant, c'est ce nouveau-né qui a une sténose critique ou une déconnexion même de son APG en période néonatale. Pour celui-là, on va avoir tendance à proposer effectivement de la récupérer assez tôt, disons en premier mois à peu près, soit associer une palliation s'il y a besoin, soit pas.
vraiment à une correction complète. Alors, si c'est une sténose intermédiaire, là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va pousser vers la correction complète et corriger aussi la sténose à ce moment-là. On va quand même assez rarement procéder à du cathé sur un tout petit, alors qu'on va l'opérer dans les semaines ou les mois qui viennent. On peut se montrer aussi tolérant sur une sténose intermédiaire pour rassurer les cardiologues en disant on ne va pas la perdre. Quitte à négocier un peu sur la date pour le faire un peu plus tôt. En revanche, chez les patients plus âgés, voilà, on peut avoir des sténoses multiples, des resténoses, malgré les réparations. Et là, quand même, très souvent, ça finit au cathé parce qu'il n'y a pas d'indication revalvulée pour le moment, parce que ceci, parce que cela. Mais c'est quand même tout l'intérêt d'une discussion médico-chirurgicale en réunion d'équipe. Pour ce qui est des anomalies coronaires, donc vous avez vu avec Xavier Hiriard tout à l'heure qu'il y a plusieurs types d'anomalies coronaires qu'on peut rencontrer. Alors, très souvent, on a une branche infundibulaire un peu large. Donc là, je vais vous en dire un petit mot. En gros, c'est une branche infundibulaire qui naît un petit peu tôt, qui va croiser l'infundibulum un petit peu haut et qui peut gêner une éventuelle infundibulotomie. Et qu'on n'a pas envie de sacrifier. Ce n'est pas la petite branchouille qu'on voit à peine. Les anciens disaient c'est ça qui nourrit la sténose. Ils n'avaient peut-être pas tout à fait tort. Mais voilà, donc non, là on parle d'une grosse branche infundibulaire assez haute qui peut gêner l'infundibulotomie. Vous allez voir comment on gère ça. Et puis, un degré au-dessus encore, on a soit une IVA qui naît de la coronaire droite, donc qui va croiser l'infundibulum pour rejoindre le sillon interventriculaire, là, qui nous barre la route très sérieusement, soit l'inverse, c'est-à-dire une artère coronaire droite qui va naître du tronc gauche et qui va elle aussi croiser dans l'autre sens l'infundibulum et l'anneau pulmonaire. Donc ça, c'est quelques pourcents effectivement de ces anomalies coronaires, mais qui effectivement peuvent amener à des modifications techniques plus que significatives. Alors, une grosse infundibulaire, en général, le plus souvent, ça se gère. Ça se gère en faisant l'infundibulotomie au-dessus, voire en ne la faisant pas, et en privilégiant une voie atriopulmonaire. Okay. Si on est vraiment trop gêné, qu'on a vraiment besoin d'accéder à l'infundibulum parce que voilà, on sait qu'on ne va pas lever entièrement la sténose infundibulaire, on peut aussi passer par une étape de palliation et revenir un an après. Voilà. À ce moment-là, souvent des enfants un peu plus grands, parfois des découvertes péropératoires. On peut mettre un bon blalogue plus le vent antérograde et tenir 6 mois, 1 an et revenir sur un enfant qui sera beaucoup plus gros, approcher une dizaine de kilos et faire des choses différemment. Pour les anomalies plus sérieuses, IVA double ou dual, IVA naissant de la coronaire droite, on peut être amené à faire des modifications techniques, comme je vous disais, y compris aller jusqu'à un tube extra-anatomique. On n'en avait pas vu beaucoup, c'est arrivé cette semaine. Donc, comme quoi, on pensait que ça n'existait plus. Il y a un article de Necker qui dit que c'est outdated, obsolète, entre guillemets. Ça peut quand même rendre des services encore, qu'une technique ne doit être totalement négligée, même si, effectivement, on peut parfois se débrouiller par voie atriopulmonaire pour pas du tout y toucher, ou parfois différer un petit peu les choses et faire des réparations, je dirais, standards. Là, c'est le cas d'un petit humanitaire qui avait donc, comme vous voyez ici, une énorme coronaire qui passe sur l'anneau pulmonaire. Et quand on a un peu plus de 10 kg, plus d'un an, et bien parfois on peut aussi la libérer, et libérer complètement l'anneau pulmonaire, et faire exactement la même technique que tout à l'heure. Une correction tout à fait standard, avec conservation valvulaire pulmonaire. Donc évidemment, ce n'est pas des trucs à faire chez les tout petits, les coronaires ne le permettent pas, ce n'est pas assez solide. On peut éventuellement aussi parfois proposer de passer par une étape palliative pour arriver à faire une réparation entre guillemets complète. Vous voyez ici, c'est la coronaire qui passe au-dessus et l'anneau qui est complètement libéré dessous. Hein, et le gamin, il va sortir avec son patch infundibulaire et sa coronaire reposée dessus. Une fonction parfaite. Donc, ces anomalies coronaires, il y a des choses. Voilà, l'important, c'est de reconnaître ce qui est vraiment sérieux de ce qui n'est pas et d'adapter la technique. Parfois passer par une étape palliative, parfois passer par une correction, sachant qu'effectivement, le tube extra-anatomique, on essaye quand même d'éviter parce que ça ne fait que reporter le problème. On a un gamin qui est en général dévalvé, qui a une voie native plus un tube additionnel.
on n'est pas tout à fait sûr de comment ça se passera la fois d'après. Mais bon, ça peut être important aussi de sortir le malade du bloc. Donc, il ne faut pas non plus négliger ces techniques extra-anatomiques, même si on a tendance vraiment à les reléguer en dernière position. Les CIV multiples, bah, c'est vraiment l'intérêt de l'évaluation préopératoire. Une petite CIV additionnelle de pointe, en règle générale, on s'en moque un petit peu. Par contre, bah, il arrive qu'il y ait de vrais CIV multiples. Alors, c'est assez rare. On va avoir tendance à différer le plus possible la correction pour pouvoir réaliser la fermeture de ces CIV additionnels chez un enfant un peu plus grand, notamment à la pointe, parce que c'est souvent un petit peu délabrant chez les petits, pour le ventricule droit. Et puis, il y a un peu plus récemment des techniques de procédure hybride qui ont été décrites, qui nécessitent une organisation un petit peu complexe, mais qui sont une piste intéressante pour des cas relativement exceptionnels, je veux dire aussi. Les anomalies des arcs aortiques, alors comme je vous l'ai dit, la crosse droite, ce n'est pas quelque chose de rare sur le phallo, c'est même 15% du phallo à peu près. Ça n'a en règle aucune conséquence, sauf évidemment si on a à faire une palliation ou pour interrompre le canal artériel qui peut réaliser une anomalie de Neuhauser, une anomalie encerclante. Donc voilà les deux points qu'il faut un petit peu surveiller sur une crosse droite. C'est si on a besoin de faire une palliation et de bien supprimer le ligament artériel lors de la correction. Les vrais doublards qui existent aussi, alors souvent ils sont déséquilibrés et c'est pas trop méchant de couper l'arc dominé au profit de l'arc dominant lors de la correction. Puis il y a des fois où moi j'ai croisé ce petit phallo là avec un doublard qui est parfaitement équilibré, qui à 6 mois était parfaitement asymptomatique, le trachet n'est pas trop rétréci, il n'y avait pas de symptômes. Initialement, je l'ai laissé. Je l'ai repéré 3 ans après pour lui faire le doublard parce qu'il était devenu symptomatique. Mais voilà, c'est une vraie question. En général, ils sont assez nettement déséquilibrés et ça peut se corriger lors de la chirurgie de correction. Effectivement, on peut aussi parfois différer si vraiment on pense qu'il n'y a pas d'indication ou si c'est un petit peu gênant en termes de choix de l'arc dominant-dominé. Les suites opératoires, bah, la mortalité d'un phallo de nos jours, elle est, pour les formes régulières, les bonnes formes qu'on va opérer vers 6 mois, elle est pas nulle, mais elle est presque nulle. Okay. Par contre, il reste quelques formes complexes où il va y avoir des anomalies coronaires, où il va y avoir voilà, des choses particulières qui font que, au global, on est probablement quelque part entre 2-3% de mortalité. Les complications précoces, on les a abordées, elles sont techniques éventuellement sur des problèmes techniques de CIV résiduels. Le risque de troubles de conduction n'est pas zéro dans le phallo, même si ce n'est pas très fréquent. Le risque de repartir avec un pacemaker, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas mis sur un phallo, mais ça doit tourner à 2-3%. Les obstacles résiduels, donc faire la part des choses de ce qui est entre guillemets un choix. De garder 25 mm de gradient max sur une valve pulmonaire qui va grandir, ça vaut le coup. Il ne faut pas en faire un drame, au contraire. Par contre, d'avoir un obstacle rédhibitoire, ce n'est pas bon. Il faut le traiter. La défaillance droite, c'est quand même devenu assez rare parce que c'est un VD qui est en général musclé, qu'on opère, sauf les formes très tardives, importation, je dirais. Sinon, c'est devenu quand même assez rare. Par contre, on peut avoir des problèmes de diastolique. Je parlais de systolique, je parle maintenant de diastolique. Là, oui, sur les formes notamment vieillies, les troubles de compliance existent, donc il faut en tenir compte, notamment dans le management post-op qui commence dès le bloc opératoire avec la fin, le posé de CEC et les drainages et tout ce qu'on a dit avant. Les résistances artérielles pulmonaires, là, c'est particulier dans le phallo parce que j'ai plus que le sentiment qu'il y a des phallos qui ne réagissent pas exactement pareil à la levée de l'obstacle. Il y en a qui vont tendance à se défendre un peu, ils ne sont pas les plus fréquents. On s'attend à ce qu'ils soient noyés, qu'ils ne se défendent pas trop. Voilà, c'est plutôt ça la règle. Il y en a un certain nombre qui peuvent parfois se défendre un petit peu, donc il faut observer les premières heures de son phallo pour bien le sentir. C'est aussi à ça que servent les cathés intracardiaques, à ne pas prendre la mauvaise direction d'emblée, donner des coups de barre à droite puis à gauche, ça peut être effectivement préjudiciable. Les complications tardives sont les troubles du rythme, notamment ventriculaires, liés à l'infundibulotomie et au circuit de réentrée autour du patch.
Donc, si on est jusqu'à l'anneau, il n'y a pas de circuit de réentrée. Donc, c'est un des avantages quand on fait une infundibulotomie, à mon sens, il faut remonter jusqu'à l'anneau pulmonaire. Il ne faut pas s'arrêter au milieu parce que là, on a des circuits de réentrée, on a un isthme, conduction qui peut se faire autour du patch. Et puis, les réopérations et réinterventions sur la voie droite, évidemment, existent malgré tous nos efforts pour être conservateurs. Soit parce qu'on s'est trompé, qu'on a gardé une valve trop petite et que voilà, ça arrive assez rarement, mais ça peut. Soit parce que soit on l'a dévalvé volontairement, soit parce qu'on a sur la commission automie des trucs, des fuites quand même qui sont pas négligeables. Mais globalement, on considère que c'est du bon pronostic. Et c'est vrai que la plupart de ces enfants ne sont pas opérés. Jeunes adultes, s'ils ont gardé leur valve, parfois ça peut durer assez longtemps sans qu'il y ait de réintervention. Néanmoins, l'expérience nous montre que est-ce qu'on est réparé quand on a été dévalvé. Vous voyez qu'à 20 ans, 25 ans, on commence à avoir une influence sur la survie elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des réinterventions chirurgicales, des choses qui parfois se passent mal, et on commence à avoir un retentissement du fait d'avoir été dévalvé sur la survie à 25 ans chez les femmes. Okay. Donc, ce n'est pas anodin. Et sur les événements qui sont pour une bonne part des réinterventions, là, on voit que c'est dès 15 ans que les deux courbes se séparent. Ça veut dire que perdre sa valve pulmonaire, ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. D'où nos efforts pour essayer effectivement de conserver de façon relativement simple et biocompatible, je dirais, c'est-à-dire sans apporter de matériel le moins possible, des patchs, des réparations complexes des valves pulmonaires, ça ne marche pas très longtemps en règle. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ces techniques de garder des valves qui ne sont pas parfaites, bicuspides dans la majorité des cas, modérément fuyantes et sténosantes certes, mais qui empêchent d'avoir cette fuite libre, qui vont grandir, qui restent dilatables puisqu'on a bien libéré l'infundibulum et on a corrigé, entre guillemets, compensé, ce serait plus exact, la bascule antérieure du septum conal. On fait disparaître l'isthme qui est autour du patch en remontant jusqu'à l'anneau. On fait très attention aux branches coronaires et tout ça, ça va limiter la dilatation du ventricule droit qui elle-même va avoir une influence sur les troubles du rythme ventriculaire. Voilà. Donc, merci de votre attention et de votre implication dans la prise en charge de ces cardiopathies. Next.